Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser à ce qui semble déjà être un fiasco, puisque je ne sais pas si ça rompt définitivement ces cessez-le-feu, mais en tout cas, sur le terrain, le cessez-le-feu a déjà du plomb dans l'aile. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vous réintroduirai sûrement des parties du discours de Netanyahou, de Macron et de Joe Biden pour voir ou pour dire à quel point, comme je l'avais constaté, tout ceci n'était qu'une farce. Une farce pour Biden pour faire croire qu'il avait réussi à éteindre l'incendie qu'il a allumé au Moyen-Orient en laissant le fils préféré de l'Occident rentrer dans une escalade dont on ne dit plus le nom. Une farce parce que dès le début, le premier ministre du pays que vous savez, lui avait dit que le cessez-le-feu ne l'engageait pas et qu'il attendrait le premier prétexte légitime pour engager à nouveau le combat. Il a bien dit explicitement que ceux qui croient que ce cessez-le-feu sera un arrêt définitif de combat se trompent. Dire que si on le fait un cessez-le-feu, on ne pourra plus réagir, on ne pourra plus attaquer, on ne pourra plus renouveler la guerre. Eh bien, je vous rappelle que c'est exactement ce qu'on m'a dit, mais exactement quand nous avons fait le cessez-le-feu à Gaza pour libérer nos otages. On a dit qu'on ne reviendrait pas au combat. Nous sommes revenus au combat, je vous le garantis, et de manière puissante. Nous remettrons ça dès que nous trouverons justifié pour nous d'attaquer. Et apparemment, c'est ce qui s'est déjà fait. Alors, l'inutilité du discours de Macron, je vous dis même pas. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Enfin, c'est parti pour la vidéo. Après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, Israël et le Hezbollah s'accusent déjà mutuellement de l'avoir violé. L'état-major israélien d'abord, qui a dénoncé mercredi la présence de suspects en véhicule à plusieurs endroits dans le sud du Liban. Menace suffisamment caractérisée selon Tsahal pour justifier le bombardement d'un entrepôt du Hezbollah et des tirs en direction des suspects. Mais pour le Hezbollah, il s'agissait de civils. L'organisation a donc accusé à son tour Israël d'avoir violé le cessez-le-feu. À l'heure où je vous parle, l'ennemi israélien attaque ceux qui rentrent le long de la frontière et essaie de les en empêcher en les menaçant. Selon l'accord de cessez-le-feu, l'armée israélienne dispose de 60 jours pour retourner au sud de la ligne bleue. Le Hezbollah, lui, doit se retirer au nord du fleuve Litani pour laisser la sécurité de la zone tampon sous la responsabilité de l'armée libanaise et des forces de l'ONU. En attendant, Israël a conseillé aux Libanais du Sud de ne pas rentrer chez eux et a même imposé un couvre-feu entre 17h et 7h du matin. Mais pas de quoi décourager des dizaines de milliers de Libanais déterminés à rentrer chez eux, malgré les destructions. On n'imaginait pas que ce serait comme ça. On avait vu des photos, mais quand on est arrivé et qu'on a vu la situation de nos propres yeux, c'était vraiment difficile. Le président du Parlement libanais, principal négociateur du cessez-le-feu, avait déclaré mercredi que les habitants du Sud pouvaient rentrer chez eux. Maintenant qu'on a vu l'actualité, je voulais vous la laisser en entière. Maintenant, on va pouvoir commenter les différentes séquences. Après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, Israël et le Hezbollah s'accusent déjà mutuellement de l'avoir violé. L'état-major israélien d'abord, qui a dénoncé mercredi la présence de suspects en véhicule à plusieurs endroits dans le sud du Liban. Menace suffisamment caractérisée selon Tsahal pour justifier le bombardement d'un entrepôt du Hezbollah et des tirs en direction des suspects. Mais voilà. Et le cessez-le-feu se poursuivra selon ce qui se passe au Liban. Tout en coopérant parfaitement avec les États-Unis, nous préservons notre liberté d'action militaire totale et entière. Si le Hezbollah enfreint l'accord et essaie de se réarmer, nous attaquerons. S'ils essaient de renouveler leurs infrastructures militaires le long de la frontière, nous attaquerons. S'ils lancent une roquette, creusent un tunnel, emmènent des missiles par camion, nous attaquerons. Ça ne vous rappelle pas quelque chose qu'on a déjà vu. Ce ne sont pas le même genre d'arguments pour lesquels des humanitaires, des ambulanciers, des innocents sont morts à Gaza. Combien de fois ils ont dit qu'ils trouvaient un véhicule suspect ou qu'ils soupçonnaient qu'il y avait un machin dans le véhicule, et ici ils vous disent qu'ils ont trouvé des gens suspects dans des voitures sans dire si c'était
des gens du Hezbollah ou pas, mais rien que le fait de vous trouver la voiture suspecte ou de trouver les occupants suspects suffisait à caractériser un danger qui justifie ce qu'ils ont fait. Quand ils ont des images, ils n'hésitent jamais à corroborer leur version avec des images. Ici, ils ne corroborent pas leurs actions avec des images et ils veulent que les gens se contentent de cela. Quand je vous disais que ce cessez-le-feu n'engageait en rien Netanyahou et que la France s'est mise à genoux, à lécher le sol devant les exigences de ce pays pour qu'elle lui accorde l'immunité quand ses représentants qui sont poursuivis par la CPI viendront en France, et qu'elle a fait en vain, ou que Macron l'a fait juste pour essayer d'avoir son nom ou de faire croire aux Libanais qu'il les défendait. Ministre israélien, pourquoi? Eh bien parce qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre par la Cour pénale internationale. Ça, c'était il y a plusieurs semaines. À l'époque, la France, la voix de la France avait dit s'il vient sur le territoire français, il sera arrêté. Changement de ton hier. Écoutez ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères français. La France appliquera, comme toujours, le droit international, qui repose sur ses obligations à coopérer avec la Cour pénale internationale, obligations vis-à-vis de son adhésion au statut de Rome, qui traite des questions d'immunité sur certains dirigeants. Le Premier ministre israélien bénéficie d'une immunité, ça a fait bondir dans les rangs de la gauche, chez les spécialistes aussi. Vous l'avez ici. À peine que la France a diffusé un communiqué où elle reconnaît ou elle donne l'immunité à ces gens-là pour venir en France, voilà qu'ils sont déjà en train de justifier de bombarder le territoire dont ils sont censés ne plus toucher, sans même qu'ils aient réussi à prouver que l'une des choses qu'ils avaient interdit ou qu'ils avaient demandé que ça soit respecté ait été bafouée. Mais pour le Hezbollah, il s'agissait de civils. L'organisation a donc accusé à son tour Israël d'avoir violé le cessez-le-feu. À l'heure où je vous parle, ils ont tiré les premiers, mais quand on dit qu'ils ont tiré le premier, c'est une accusation. Eux-mêmes, les journalistes, ont constaté que ce pays-là a tiré le premier. Et ce pays-là a tiré le premier sur le fondement qu'ils trouvaient des gens suspects. Mais quand on dit qu'ils ont fait ça, c'est pas justifié, c'est une accusation. L'ennemi israélien attaque ceux qui rentrent le long de la frontière et essaie de les en empêcher en les menaçant. Selon l'accord de cessez-le-feu, l'armée israélienne dispose de 60 jours pour retourner au sud de la ligne bleue. Le Hezbollah, lui, doit se retirer au nord du fleuve Litani pour laisser la sécurité de la zone tampon sous la responsabilité de l'armée libanaise et des forces de l'ONU. En attendant, Israël a conseillé aux Libanais du Sud de ne pas rentrer chez eux et a même imposé un couvre-feu entre 17h et 7h du matin. Mais est-ce que vous attendez? Leur mission, c'est de se retirer du Liban, mais c'est eux qui disent aux Libanais, vous ne devez pas rentrer chez vous, et qui imposent un cessez-le-feu dans leur territoire. C'est pour cela, moi, je vous dis, on ne peut pas concevoir de faire un deal avec ces gens-là. Ces gens-là ne pensent jamais à ce que la paix nécessite de concéder des choses. Pour eux, leur paix consiste en la soumission des autres. Est-ce que vous imaginez le culot? Mais pas de quoi décourager des dizaines de milliers de Libanais déterminés à rentrer chez eux, malgré les destructions. On n'imaginait pas que ce serait comme ça. On avait vu des photos, mais quand on est arrivé et qu'on a vu la situation de nos propres yeux, c'était vraiment difficile. Comme je l'avais dit, souvenez-vous du discours de Joe Biden, qui était là, qui parlait des, je sais pas combien, des 70 000 citoyens du pays que vous connaissez qui ont dû quitter le nord de ce pays-là et dont tu le plaignais d'avoir quitté leur maison, d'avoir quitté leur travail, d'avoir quitté je sais pas quoi, et que ces gens-là devaient revenir. Depuis la guerre avec le Hezbollah qui a commencé, plus de 70 000 Israéliens ont été forcés de vivre comme des réfugiés dans leur propre pays. Et
Et ils ont regardé impuissants leur communauté, leurs maisons, leurs entreprises bombardées et détruites. Plus de 300 000 personnes libanaises ont aussi été forcées de quitter et de vivre comme réfugiés dans leur propre pays. Et la guerre leur a été imposée par le Hezbollah. Dans les 60 prochains jours, Israël peu à peu se retirera et les civils des deux côtés vont bientôt pouvoir revenir en sécurité dans leur communauté, commencer à reconstruire leurs foyers, leurs écoles, leurs fermes, leurs entreprises et leur propre vie. Regardez comment il dit ça, comme si le niveau de destruction qui a été fait du côté du Liban va pouvoir être reconstruit facilement. Et pour la plupart d'entre eux, ils reviendront dans leur maison. Mais regardez où reviennent les Libanais. Et encore, ça c'est pas le sud qui a été totalement rasé. Puisque là, on voit qu'il y a des bâtiments qui ont été rasés et qu'il faudra peut-être tout remettre en place. Est-ce que vous imaginez, vous rentrez chez vous et votre quartier il ressemble à ça. Déjà donc les gens qui habitaient dans l'immeuble en face, soit ils sont ensevelis, et s'ils sont partis, ils n'ont plus de maison. Ils reviennent ici faire quoi? Reconstruire un immeuble, ça prend des mois, si ce n'est des années à reconstruire un immeuble. Et là, vous avez des immeubles qui sont rasés. Quel en reste-t-il? Mais il fallait d'abord s'inquiéter des 70 000 qui sont partis, que des 300 000 Libanais qui reviendront sûrement revoir l'endroit qu'ils ont laissé dans cet état. Et pour d'autres qui reviendront revoir que leur village n'existe plus. Mais bon. C'était vraiment difficile. Le président du Parlement libanais, principal négociateur du cessez-le-feu, avait déclaré mercredi que les habitants du Sud pouvaient rentrer chez eux. Voilà. Le président du Parlement, principal négociateur de cessez-le-feu, certainement, si vous savez, on a dit que la plupart de ces gens-là qui dirigent le Liban sont des amis de qui? De notre président Macron. Par contre, il faut quand même dire que le gouvernement actuel donc de Najib Mikati a été plus ou moins mis en place par Emmanuel Macron lui-même, puisque c'est lui qui est à l'origine de la chute du gouvernement précédent, et c'est lui qui a soufflé le nom de Najib Mikati, qui est un des hommes politiques libanais les plus corrompus du pays. Donc il y a quand même cet aspect-là à prendre en compte. Il y a ce... Alors, là, moi, Oui, il est poursuivi. Je vous laisse à vos paroles, parce que je suis incapable de vous dire. Il est poursuivi par la justice libanaise et française et monégasque. Et donc ces gens-là veulent à tout prix maintenant voler la légitimité du Hezbollah en disant que c'est eux soi-disant qui passent au peuple, et donc ils négocient pour le peuple, pour le bien du peuple. Et cet accord signé il y a quelques heures doit ouvrir une nouvelle page pour le Liban. La cessation des hostilités offre l'opportunité aux Libanais de s'engager, avec le soutien de leurs partenaires, dans un redressement durable du pays. Il faut le saisir urgemment et résolument. C'est, au moment où je vous parle, la responsabilité des autorités libanaises et de tous ceux qui exercent d'éminentes responsabilités politiques. Voilà ce que le peuple subit. Non seulement elle va retourner dans un endroit où il ne reste plus grand-chose pour eux, mais de plus, en rentrant, ils vont devenir des victimes de l'armée d'en face. Parce que l'armée d'en face, comme on l'a montré, ils ont déjà commencé à rebombarder. Et pour eux, c'est bombarder à partir du moment où ils vous trouvent suspect. Donc, beaucoup d'entre eux qui vont repartir, s'ils sont suspects, probablement, et je ne l'espère pas, et j'espère vraiment pas qu'ils subiront les mêmes sorts que des gens qui ont été considérés comme suspects sur le territoire de Gaza. Et donc, je voulais juste souligner ce que j'avais dit ici. Dans l'analyse des discours de le premier ministre du pays que vous savez, de Biden et de Macron, ce cessez-le-feu-là, c'était de la poudre aux yeux. C'était Biden qui voulait se vanter d'avoir réussi à calmer les choses au Moyen-Orient. C'était Macron qui voulait bien se faire voir au point où il a mis par terre la diplomatie de son pays. Et maintenant, on n'est même pas une semaine, les hostilités ont déjà commencé. Et espérons que ça va se calmer dans le bon sens et qu'il n'y aura pas une escalade qui ramènerait la situation à ce qu'elle était. Entre-temps, on ne pourra pas effacer l'affront, la honte, le déshonneur
que Macron a jeté à son pays en voulant absolument participer à ce deal de la honte. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.